Comme nous l'avons vu dans le précédent épisode, la cour du royaume de Prusse mène un train de vie grandiose durant le règne de Frédéric Ier. Elle enchaîne les bals et les festivités en tout genre, tandis que le roi se fait construire un splendide palais à Charlottenbourg, et qu'il invite un grand nombre d'artistes et de penseurs dans ses académies. Ce train de vie sied très bien à Frédéric Ier, qui est un souverain raffiné, courtois et sociable, doublé d'un homme de lettres qui parle plusieurs langues et apprécie l'art. En soi, Frédéric Ier est l'opposé exact de son héritier, Frédéric Guillaume, qui est un homme dur, méfiant et colérique, profondément désintéressé des affaires artistiques et culturelles, qui ne parle que l'allemand mais a du mal à l'écrire, et qui est pourtant doté d'une remarquable intelligence pour toutes les affaires qui touchent à l'État ou à l'armée. Cette différence explique que, à la mort de Frédéric Ier, le royaume de Prusse va profondément changer sous l'impulsion de son nouveau souverain. Un changement qui permettra au royaume de devenir l'un des plus puissants États européens, doté de l'une des armées les plus terrifiantes de son siècle. Dès son accession au trône, à la mort de son père en 1713, Frédéric Guillaume s'affaire à supprimer toutes les dépenses superflues, justement parce qu'à ce moment, les finances de l'État se portent mal. Il prend dans un premier temps le choix de ne pas organiser de grandes cérémonies de couronnement, au contraire de son père, car c'est un événement trop coûteux à son goût. Il renvoie aussi du jour au lendemain les 2/3 des domestiques de la cour et abaisse drastiquement le salaire de ceux qui restent. Il vend également un grand nombre des biens qui ont été accumulés par son père. De cette façon, la cour qui s'était construite durant le règne de Frédéric Ier s'effrite rapidement. Elle est remplacée par une vie sociale bien plus masculine, plus réduite et moins coûteuse. L'une des meilleures illustrations de cette nouvelle vie sociale est ce que l'on appelle le ministère du tabac, l'une des occupations favorites de Frédéric Guillaume, qui consiste à réunir une dizaine d'hommes importants autour du souverain le soir, et de discuter ensemble de toutes sortes de sujets tout en fumant la pipe autour d'alcool fort. Mais Frédéric Guillaume ne se contente pas de diminuer les dépenses royales. Il mène aussi une succession de réformes pour simplifier l'administration économique et y combattre la corruption. Il fait recenser toutes les terres agricoles du pays pour imposer plus efficacement les propriétaires fonciers. Il met définitivement fin au système féodal dans le pays et soumet les nobles à un tout nouvel impôt, non sans difficulté. Il s'affaire également à transformer une partie de ces terres marécageuses en terres cultivables et y invite des immigrés étrangers. Toutes ces réformes, qui ont permis de doubler les revenus de l'État entre 1713 et 1740, n'ont qu'un seul but pour Frédéric Guillaume, pouvoir développer son armée et la transformer en un outil si efficace qui serait craint autant par les puissances étrangères que par ses propres sujets, assurant ainsi l'autonomie du royaume et l'autorité du roi. Ainsi, dès son accession au trône, le premier objectif de Frédéric Guillaume est d'augmenter la taille de son armée, aussi vite que possible. Il commence par imposer un recrutement forcé, mais celui-ci génère bien trop de troubles et de mécontentement dans la population, si bien que le roi change de tactique très rapidement. Il met quelque temps plus tard un système de conscription en place. Celui-ci prévoit qu'une partie des hommes en âge de se battre doivent pratiquer quelques mois d'entraînement chaque année. Le reste du temps, ils sont libres de retourner pratiquer leur profession chez eux. Cette conscription permet au royaume d'avoir un grand nombre d'hommes entraînés et prêts à se battre, sans pour autant compromettre l'économie en temps de paix. En plus de cette conscription dans la population, il force également les familles nobles à envoyer au moins l'un de leurs fils pour servir comme officier dans l'armée. En plus de fournir des officiers efficaces, cette conscription permet aussi de soumettre encore un petit peu plus la noblesse. Si bien que celle-ci, maintenant soumise à l'impôt et à l'armée, est devenue complètement dépendante du souverain. Le système de conscription permet à Frédéric Guillaume d'atteindre son objectif. Entre 1713 et 1740, la taille de son armée double, passant de 40 000 à 80 000 hommes, soit la 4e plus grosse armée européenne, tandis que le royaume de Prusse devient l'État le plus militarisé d'Europe. L'amour que Frédéric Guillaume portait envers son armée et son habitude de porter l'uniforme plutôt qu'un habit civil
explique que le souverain ait été affublé du surnom de roi soldat. Mais en réalité, bien qu'il ait passé son règne entier à faire briller son armée, Frédéric Guillaume n'a mené qu'une seule fois son état à la guerre. En 1700, le Danemark et la Pologne signent une alliance offensive. Ils veulent faire tomber le monstre suédois qui est devenu beaucoup trop important autour de la mer Baltique. Le Brandebourg, lui, reste neutre, mais offre l'accès militaire aux troupes alliées, tandis qu'il le refuse aux troupes suédoises. En février, les Polonais lancent une invasion de la Livonie et sont rejoints par la Russie quelques mois plus tard. Pourtant, la Suède résiste incroyablement bien. Son roi commence par lancer un débarquement au Danemark et encercle Copenhague, ce qui force ces derniers à signer une paix blanche. La Suède poursuit sa campagne en écrasant une armée russe, pourtant 4 fois plus nombreuse à Narva. Il parvient ensuite à occuper une partie du territoire polonais, à y faire élire un nouveau roi et à poursuivre sa campagne jusqu'à occuper la Saxe. Les armées suédoises se retournent ensuite contre l'énorme Russie, tandis que son roi multiplie les offres de paix, qui sont toutes ignorées par les Suédois. Mais la campagne de Russie se passe mal. La Suède souffre des mêmes problèmes que Napoléon plus tard, et se fait complètement repousser en 1709. Après cette victoire, le tsar évince le nouveau roi de Pologne et fait remonter sur le trône du pays son ancien allié. Il continue ensuite sa conquête de la Suède. La Russie est rejointe en 1715 par la Prusse de Frédéric Guillaume et la Grande-Bretagne, qui occupe ensuite la Poméranie suédoise. La mort du roi de Suède en 1718 et le désir britannique et prussien d'éviter que la Russie devienne prédominante dans le nord de l'Europe précipitent la signature de traités de paix. En 1719, quelques territoires sont cédés au roi de Grande-Bretagne. L'année suivante, la Prusse signe la paix en échange d'une partie de la Poméranie suédoise. Finalement, en 1721, la Russie découpe la Suède au travers d'un traité très avantageux. Ce conflit, qui met fin à la domination suédoise et dévoile la Russie comme une nouvelle grande puissance, est le seul auquel le roi soldat a participé au cours de son règne. Notamment parce qu'il évite de s'engager dans des conflits européens qui ne le concernent pas directement. Frédéric Guillaume meurt finalement le 31 mai 1740. Il laisse à son héritier, Frédéric II, un royaume de Prusse doté d'une gigantesque armée et de revenus bien plus importants qu'auparavant. L'homme qui succède à Frédéric Guillaume est très différent de son père. Frédéric II est un homme très intelligent, qui a lu des centaines d'auteurs et a écrit plus d'une 50aine d'œuvres. Il se décrit lui-même comme un roi philosophe. Il est également un musicien accompli, un dirigeant en phase avec les réalités de son temps, et, en plein durant le siècle des Lumières, il est profondément contre la religion. Lorsqu'il accède au trône en 1740, Frédéric II hérite d'une armée nombreuse, bien entraînée et bien équipée, ainsi que de coffres bien remplis, tandis que sa voisine, l'Autriche, est en mauvaise posture, suite à 2 guerres qu'elle a menées contre la France, l'Espagne et l'Empire ottoman, entre 1733 et 1739. De plus, des tensions se sont créées entre les Habsbourg d'Autriche et les Hohenzollern de Prusse, durant le règne de Frédéric Guillaume, si bien que, dans une lettre rédigée sur son lit de mort, ce dernier conseille à son fils de ne jamais se fier aux Autrichiens. C'est à ce moment que l'empereur Charles VI meurt, sans héritier mâle, laissant ainsi sa fille, Marie-Thérèse, héritée de tous ses territoires. À peine quelques jours plus tard, Frédéric II décide de lancer une invasion de la Silésie, le seul territoire des Habsbourg qui est collé au Brandebourg. Sans oublier que la Silésie est très peu défendue, et qu'elle est l'un des territoires les plus riches et industrialisés du Saint-Empire. Ainsi, le souverain prend la tête d'une armée de 27 000 hommes et s'enfonce en territoire autrichien, sans rencontrer une grande résistance. Si bien qu'en 6 semaines à peine, c'est toute la Silésie qui tombe entre ses mains. Les Autrichiens tentent bien de réagir, mais ils sont vaincus le 10 avril 1741 à Mollwitz, tandis qu'une coalition composée de la France, de l'Espagne, de la Bavière et de la Russie se forme à l'encontre de l'Autriche, pour se partager les terres des Habsbourg. C'est ce que l'on appellera plus tard la guerre de succession d'Autriche. Frédéric II rejoint la coalition parce qu'elle sert ses intérêts en 1741, mais il ne souhaite pas voir l'Autriche se faire écraser. Il accepte donc de signer une paix séparée avec cette dernière en 1742.
Ils s'engagent alors à ne pas entreprendre de nouvelles campagnes militaires contre les Habsbourg, en échange de la reconnaissance officielle de sa souveraineté sur la Silésie. Frédéric II reste ensuite en retrait du conflit et se contente d'améliorer son dispositif militaire jusqu'en 1744, date à laquelle l'Autriche commence à s'imposer face à la coalition. La Prusse rentre alors à nouveau dans le conflit. Le roi mène cette guerre préventivement afin d'éviter que l'Autriche ne mène une offensive pour récupérer la Silésie. L'armée prussienne remporte 3 victoires en 1745 avant que Frédéric II accepte à nouveau de signer une paix séparée avec les Habsbourg, en échange d'une nouvelle ratification de sa souveraineté sur la région. En 1748, la guerre entre la coalition et l'Autriche prend fin. À la signature du traité de paix, la France et la Grande-Bretagne garantissent la domination prussienne sur la Silésie. Frédéric II a alors réalisé l'impensable. Pour la première fois, un État allemand a été capable de vaincre les Habsbourg. La Prusse doit cet exploit à son infanterie, très disciplinée, qui a réussi à s'imposer durant les batailles. Cette victoire est d'autant plus impressionnante qu'elle dénote avec les échecs de la Bavière et de la Saxe, qui ont toutes deux subi de lourdes défaites lors de la guerre de succession d'Autriche. Ainsi, en 1748, la Prusse s'est très largement démarquée au sein du monde germanique. Elle a éclipsé tous ses autres rivaux au sein de l'Empire. Seule l'Autriche se dresse encore devant elle. Comme on peut s'en douter, les Habsbourg acceptent très mal la perte de la région la plus riche de leur royaume. La création d'une coalition anti-prussienne devient alors l'obsession de la politique autrichienne. Mais ils ne sont pas les seuls à être inquiétés par la nouvelle puissance de la Prusse. La tsarine Élisabeth de Russie en arrive à considérer cette dernière comme sa rivale et signe en 1746 une alliance avec Vienne, dont l'une des clauses secrètes suggère de démanteler le royaume des Hohenzollern. Toujours dans cet objectif de récupérer la Silésie, l'Autriche opère un virage dans sa diplomatie. Marie-Thérèse fait le choix de renier l'alliance naturelle entre l'Autriche et la Grande-Bretagne et de plutôt se rapprocher de la France, qui pourtant a toujours été la grande rivale des Habsbourg. Depuis quelque temps déjà, les colons français et britanniques s'affrontent en Amérique sans répercussion directe en Europe. Mais la situation finit inévitablement par dégénérer en 1755, et les deux pays entrent en guerre ouverte. Dès le départ, les Britanniques s'inquiètent que la Prusse, alors alliée française, n'entre dans le conflit et s'empare du Hanovre. Londres se rapproche alors de Moscou et propose de financer le déploiement de l'armée russe en Prusse orientale. Frédéric II, se sentant alors menacé, propose aux Britanniques de signer une alliance défensive contre la France, au cas où cette dernière tenterait d'occuper le Hanovre. Berlin s'engage dans cette voie sans même en avertir Versailles. Frédéric II vient alors de faire la plus grande erreur de son règne. Louis XV est scandalisé lorsqu'il apprend le rapprochement britanno-prussien. Il réagit en acceptant immédiatement la proposition d'alliance de l'Autriche, tandis que le retrait du financement britannique frustre la tsarine Élisabeth, qui décide de se joindre à l'alliance, puis d'encourager ses nouveaux alliés à la guerre. Frédéric II, désormais entouré d'ennemis puissants, décide de prendre l'initiative et d'envahir la Saxe en août 1756. Il fait ce choix pour surprendre ses adversaires et pouvoir profiter de la florissante économie saxonne durant la guerre qui s'annonce. Cette nouvelle offense de Frédéric II finit de convaincre la France d'entrer en action. Louis XV signe un traité avec l'Autriche dans lequel il s'engage à fournir 130 000 soldats chaque année jusqu'à la reconquête de la Silésie. En échange, la France devrait-elle prendre possession de la Belgique autrichienne. Certains États du Saint-Empire, la Suède et la Russie promettent également de fournir une armée afin de se départager le royaume de Prusse. Mais Frédéric II est prêt à la guerre. Il compte abandonner la Prusse orientale et ses territoires occidentaux pour défendre le Brandebourg et la Silésie, où il a l'avantage, tout en profitant des revenus de la Saxe et des subsides britanniques pour financer son armée qui s'élève maintenant à 150 000 hommes. De plus, la Prusse a l'avantage de se battre seule, alors que la coalition n'est pas vraiment soudée. La France n'a que très peu d'intérêt dans la guerre contre la Prusse. Son véritable ennemi est la Grande-Bretagne. Les États du Saint-Empire et la Suède n'ont absolument aucune envie de s'engager dans une guerre compliquée. Ils souhaitent seulement faire des profits faciles. Tandis que l'Autriche et la Russie ne se font pas confiance mutuellement.
Chacun s'inquiète des profits que l'autre pourrait faire à la fin de la guerre. Finalement, la guerre allait être une guerre d'usure. La question était de savoir si la Prusse allait tenir jusqu'à ce que la coalition ne se disloque d'elle-même. En 1757, Frédéric II lance une invasion de la Bohême. Il parvient d'abord à s'imposer en mai, avant qu'une armée de secours autrichienne ne le repousse devant Prague. Frédéric II abandonne alors et se replie en Silésie. En parallèle, une armée française de plus de 100 000 hommes est victorieuse au Hanovre, tandis que les Suédois débarquent des troupes en Poméranie. Frédéric II fait alors le choix de séparer son armée en deux. Il part en personne affronter les Français à 20 000 contre 50 000 en Thuringe, tandis que le reste de son armée doit tenir la Silésie. Frédéric II parvient miraculeusement à s'imposer le 5 novembre à Rosbach en ne perdant que quelques centaines d'hommes alors que les Français déplorent 8000 pertes. Mais la Silésie est-elle pratiquement perdue après que les Autrichiens aient réussi à s'emparer d'importantes places fortes. Le souverain prend alors la tête de 33 000 hommes et engage l'armée autrichienne de 55 000 soldats à Leuthen le 5 décembre. Les troupes prussiennes sont inarrêtables et écrasent leur ennemi. Ce n'est pas moins d'un tiers de l'armée autrichienne qui est neutralisée au terme de la bataille. Frédéric II vient de sauver la Silésie. La guerre de 7 ans se déroule ainsi. Une Prusse qui parvient difficilement à survivre contre des ennemis supérieurs en nombre et un Frédéric II qui subit souvent de lourdes défaites avant d'être victorieux dans ses contre-attaques. La première vraie victoire survient en 1759, lorsque la France annonce qu'elle réduit ses contributions militaires et financières dans la coalition. Puis, alors que les Prussiens sont en grande difficulté à l'Est, c'est la Russie qui quitte miraculeusement la guerre en 1762, après la mort de la tsarine Élisabeth et l'accession au trône du grand-duc Pierre, un grand fan de Frédéric II. La Suède, qui souffre de gros problèmes économiques et est incapable d'être victorieuse sans la Russie, se retire également du conflit la même année. S'ensuit à la France de signer la paix en 1763, après une succession de défaites dans ses colonies. Finalement, l'Autriche, au bord de la faillite, accepte également un retour au statu quo 2 semaines après la France. En échange, Frédéric II s'engage à voter pour le candidat autrichien en cas d'élection impériale. Finalement, Frédéric II parvient à survivre à une guerre contre les grandes puissances européennes. L'armée prussienne s'est alors imposée comme l'une des plus terrifiantes d'Europe, tandis que Frédéric devient le Grand. Mais le conflit a été très coûteux pour la population. Les territoires occidentaux, la Prusse orientale et la Poméranie ont subi des massacres et des pillages. En plus des pertes lors des batailles, ce n'est pas moins de 400 000 Prussiens qui ont perdu la vie lors du conflit, soit presque 1/10 de la population du royaume. Ainsi, la Prusse s'est imposée comme une grande puissance européenne au prix des armes et du sang. Elle a été capable d'écraser l'Autriche et de tenir en respect les armées franco-russes. Dans les années qui suivent, la Prusse participe au départage de la Pologne aux côtés des Russes et des Autrichiens, si bien que son territoire et sa population doublent presque en 1795, atteignant 9 millions d'âmes, et que son armée frôle les 200 000 hommes. L'invincibilité prussienne ne prend fin qu'en 1807, lorsque Napoléon Bonaparte l'écrase et qu'il découpe le pays.